12-13 dimanche, le magazine politique de France 3. Invité, Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Il est interrogé par Francis Letellier, France 3, et Françoise Fressoz, Le Monde. Merci Olivier Besancenot d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Vous occupez une place à part dans le paysage politique, très à gauche, et vous bénéficiez malgré tout d'une plutôt bonne image. Si je vous dis par exemple que vous êtes la 20e personnalité sur 43 au classement du Figaro Magazine, ça doit vous faire plaisir. C'est ironique, mais ça doit vous faire plaisir. Comment jugez-vous le climat politique actuel entre la déflagration du livre de Valérie Trierweiler, la démission d'un ministre qui ne paie pas ses impôts, la chute de popularité de François Hollande? Où cela peut-il mener? Peut-être à la Révolution, vous appelez de vos vœux, au nouveau parti anticapitaliste, mais pour l'instant, les Français, eux, ils attendent des mesures sur l'emploi et les aides aux entreprises. Et justement, à propos d'emploi, ou de demandeurs d'emploi, on vous a demandé ce qui, à vos yeux, a marqué la semaine, et vous avez choisi François Rebsamen, le ministre du Travail, qui a dit qu'il fallait renforcer les contrôles pour vérifier que les chômeurs cherchent bien un emploi. Qu'est-ce qui vous choque ? J'ai même pas hésité une seule seconde quand vous m'avez posé la question à lui décerner la palme du cynisme et des propos les plus à droite au gouvernement, parce que visiblement ils font un concours. Ce qui m'a choqué, c'est évidemment la vieille rengaine libérale qui consiste à faire croire que les chômeurs cherchent pas de boulot. Et c'est la violence des propos assumés, parce que dire qu'en gros les chômeurs, on n'est pas sûr que les chômeurs recherchent un emploi, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la vie quotidienne de millions de personnes. Quand on additionne les différentes catégories et les DOM, plus de 5 300 000 personnes qui recherchent un emploi avec des situations terribles, ça veut dire qu'il vit dans une bulle, ou alors s'il ne le sait pas, il fait un choix politique terrible, qui est un peu en connivence avec l'autre là au gouvernement, là, le premier de la classe qui vient de débouler, là, Macron, là, qui dans le même temps a remis en cause les 35 heures. Et il y a un petit rapport entre les deux, parce qu'on nous explique d'un côté, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un emploi dans le public ou dans le privé, vous allez travailler plus longtemps, parce que quand il dit qu'il faut revenir sur les 35 heures, ça veut dire que vous allez travailler plus longtemps et vous serez moins bien payé. Et dans le même temps, il y a 5 300 000 personnes qui sont dans l'emploi. Oui. Donc nous, une proposition toute bête, c'est de faire l'inverse de ce qu'ils proposent, les uns et les autres, c'est-à-dire de travailler moins dans les entreprises pour que tout le monde ait un emploi. Ça s'appelle le partage du temps de travail et ça passe par un tabou politique à gauche, la réduction du temps de travail. Mais, à propos des allocations chômage, la fraude, elle existe. 150 millions à peu près en 2013, d'après les chiffres de Bercy. Il y a chaque mois des milliers, 5 000 à peu près, 6 000 personnes qui sont radiées pour manquement à leurs obligations. Ces 150 millions, par exemple, de fraude, ça pourrait servir à d'autres finalement. Ah oui, et puis c'est quoi en rapport avec... Ils veulent chercher les fraudeurs. C'est quoi en rapport avec les 80 milliards d'euros de fraude fiscale qui bénéficient aux plus riches? 80 milliards estimés par les instituts gouvernementaux. Est-ce que comparer, ça suffit? Parce que vous savez que, par exemple, un sondage dit que 3/4 des Français, 72%, sont d'accord avec ce qu'a dit François Rebsamen. Il faut surveiller les... C'est pour ça que c'est particulièrement écœurant quand il fait ça, parce que ça, il le sait. Et il joue avec un sentiment ambiant qui consiste à opposer les salariés les uns aux autres, les travailleurs qui ont un emploi à ceux qui n'en ont pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont diplômés, qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Il y a des gens qui se font lourder de leur boîte, qui parfois fait des bénéfices à l'âge de 50 ans et qui ne peuvent pas retrouver un emploi parce qu'elles sont plus jugées rentables et qui crèvent d'une seule envie, c'est avoir un emploi. Donc, ces chiffres, en plus, sont tout à fait contestables et contestés par les organisations syndicales. Donc, une nouvelle fois, si le gouvernement veut s'attaquer aux fraudeurs, qu'il aille s'attaquer à la fraude fiscale. Et puis même... qu'il aille commencer par son propre gouvernement, puisque si j'ai bien compris, il y a un ministre qui n'a pas fait long feu. On va en parler aussi. Puisqu'il n'avait pas déclaré ses impôts. Oui, mais c'est important d'en parler. Mais on en parlera, rassurez-vous, on en reparlera. Le gouvernement, en tout cas en cette rentrée, et François Hollande en premier lieu, se retrouve, il faut bien le dire, sous le déluge des mauvaises nouvelles, entre des sondages en berne, une situation économique qui empire, et puis l'inattendu. C'est la sortie du livre de Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment, qui a partagé l'avis du président de la République. C'est une bombe, un succès en librairie, puisque le livre est épuisé. Du jamais vu, je le disais, c'est ce qui pouvait arriver de pire à François Hollande? Je ne sais pas, c'est sûrement quelque chose qui cristallise un peu tous les ingrédients que vous étiez en train de décrire à juste titre de la rentrée. Voilà, moi je ne partage pas l'avis de François Hollande, j'ai pas envie de la partager, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe de l'intérieur, de l'extérieur ça me suffit. Vu ce qu'il produit en termes de politique, c'est suffisant pour être en colère, révolté contre ce gouvernement. Et sur le fait que l'ancienne compagne du président de la République écrive sur son geste à Valérie Trierweiler, vous en pensez quoi? Ça me laisse un peu indifférent. C'est pas franchement ma tasse de thé. Je vois pas un acte politique majeur dans ce qui est en train de se passer. Pour moi, je vous dis, il suffit de décrypter simplement leurs actions, leurs déclarations quotidiennes pour comprendre qu'on a un gros problème quand on a le cœur politique à gauche. Et comme vous l'expliquez au début de ce journal, on ne sait pas comment ça va se terminer. Ça peut se terminer très mal, ça peut se terminer bien. C'est aussi tous les enjeux de ceux qui appartiennent à cette gauche non gouvernementale. En attendant, Valérie Trierweiler, elle décrit par exemple un président de la République qui est insensible aux pauvres. Est-ce que ça a changé votre regard sur François Hollande? Franchement, non, parce qu'en réalité, c'est pas tant qu'elle donne cette information, vraie ou pas, d'ailleurs, à la limite, on s'en tape, c'est que finalement, quand elle la donne, on n'est plus franchement surpris.
Et c'est là où il y a un lien avec la politique qui est menée. Parce que moi, par exemple, qui travaille maintenant au guichet à la Poste, à Porte de Clignancourt, je peux vous dire que des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui sont dans la grande galère et qui se tuent pour essayer de se subvenir, ben, en effet, ça existe. Et ces personnes-là, elles savent déjà, en gros, quel est le ressenti politique, personnel et humain du gouvernement de François Hollande. Pour terminer là-dessus, François Hollande peut-il s'en relever? Du livre ou de la rentrée politique? Du livre, on va parler du de la livre, rentrée politique. probablement, parce qu'un livre, en comparaison avec ce qui peut l'attendre, c'est rien. La question, c'est de savoir s'il pourra terminer jusqu'au bout et si ça doit rompre ou pas. Moi, je pense que ça craquera avant 2017 et je vais vous dire quelque chose. Je souhaite que ça craque avant 2017. Eh bien, on va voir comment, justement, puisque drôle de climat, on va accueillir Françoise Fressos du Monde qui va vous poser toutes ces questions, justement. Bonjour Françoise. Bonjour Ravi de Francis. vous retrouver. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Olivier Besancenot, en septembre 2012, peu après l'élection de François Hollande, vous aviez appelé à la révolte contre le président de la République et contre la politique qu'il menait. Compte tenu des circonstances actuelles qui sont graves, est-ce que vous appelleriez encore à la révolte? Oui, plus que jamais, à une vraie fronde, puisque le terme est à la mode, mais pas une fronde light, une vraie fronde sociale et politique. Pas la fronde des socialistes qui parlent très fort au mois de juillet puis s'aplatissent au moment de voter finalement le budget. Moi, je ne parle pas la version catch, je parle la version vrai combat. Vous pensez que la situation est pré-révolutionnaire, c'est ça quand on vous entend? Non, la situation n'est pas pré-révolutionnaire. Je pense qu'il nous manque une bonne vieille révolution dans ce pays, ça je peux vous le dire aussi, mais pour l'instant, il y a des choses intermédiaires. Et les choses intermédiaires, c'est un mouvement de sédition, de révolte contre le gouvernement qui passe par des choses concrètes. Là, il y a une échéance qui est celle du budget, qui cristallise toute l'orientation politique du gouvernement, finalement, le pacte de responsabilité, les 40 milliards d'euros qui font s'additionner. Alors, qu'est-ce qui se passe au budget? C'est un vote contre? C'est un mouvement de rue? Nous, on espère qu'évidemment, les gens voteront contre. Mais comme on n'a pas forcément le bras le plus long à ce niveau-là et que la crise politique est telle, on pense que la motion de censure, elle doit avoir lieu dans la rue. Donc la proposition qu'on discute d'ores et déjà dans le cadre du collectif du 12 avril, puisque vous le notiez, il y a eu des étapes déjà contre ce gouvernement du point de vue de gauche. Il y a eu une manifestation le 12 avril dernier qui avait été co-organisée par des organisations donc là, du vous front de voulez gauche. une manifestation quand et avec qui? Du nouveau parti anticapitaliste, justement, des sections de la CGT, de Sud, des organisations comme Droit au Logement. Il y en a eu beaucoup, il y a eu des collectifs locaux. Ce collectif continue à exister et on discute maintenant la proposition de faire une nouvelle initiative nationale pour faire tomber le budget, pour faire tomber le pacte de responsabilité. C'est l'initiative du 16 octobre, c'est cela? Non, on la veut complémentaire avec les initiatives dont vous parlez. Donc vous êtes encore divisé, la CGT dit 16 octobre et vous êtes à côté, c'est ça? Non, absolument pas. Justement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, et on la soutient évidemment, il y a une proposition de journée de grève et de manifestation interprofessionnelle par la CGT qui doit être discutée dans le cadre syndical, tant mieux. D'ici là, le 23 septembre, il y aura aussi une manifestation pour le service public hospitalier, on le soutient également, mais on dit en complément, et je dis bien en complément parce qu'on a les mêmes acteurs dans le collectif dont je vous parle, pourquoi pas imaginer une grande manifestation, une motion de censure dans la rue pour faire tomber le budget, pour sauvegarder la sécurité sociale, pour avoir un plan d'action crescendo, parce qu'il faudra un rapport de force, il faudra établir contre ce gouvernement un pouvoir qui soit plus fort que le sien, c'est-à-dire le pouvoir de la rue, parce que ce qui se passera au niveau du Parlement, ça sera d'abord et avant tout des tractations parlementaires et ça suffira pas. Vous parliez de révolte. Regardez, François Fillon, l'ancien Premier ministre, lui le dit. Il dit les Français sont au bord de la révolte. Le peuple français est au bord de la révolte. S'il le dit. Vous êtes d'accord avec lui, donc? Voilà, c'est lui qui est d'accord avec nous. Alors, mais vous disiez tout à l'heure, il faut que ça craque. Non, mais le vrai débat, vous avez raison de le souligner, c'est que la révolte, ça peut être tout et son contraire. Il y a eu une révolte de droite et d'extrême droite même qui s'est exprimée pendant des mois à l'époque où Hérault était présent. Justement, vous voyez le dernier sondage qui met Marine Le Pen qui profite de la crise actuelle. Est-ce que quand vous appelez à la révolte, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement vous faites le jeu de Marine Le Pen? Sûrement pas. On répond à un défi qui est une vraie course de vitesse. Je vous disais, sous Hérault, c'était d'abord des cortèges de droite et d'extrême droite qu'on a vu manifester. Depuis que Valls est là, c'est d'abord et avant tout des cortèges de gauche. On a vu le 12 avril, il y a eu la manifestation et les grèves des cheminots, on a eu le mouvement des intermittents, il y a les manifestations dans le service public hospitalier, il y a la journée de la CGT, la proposition de manifestation qu'on fait, et je crois que ça, c'est la solution. Parce que si on arrive à reprendre confiance quand on a le cœur à gauche contre ce gouvernement, si on est capable de remporter des victoires concrètes, alors oui, là, la question du débouché politique se reposera avec la même actualité, mais avec plus de force. Et la perspective politique, pour nous, ça reste la même. C'est fédérer les forces anticapitalistes dans une position de gauche qui manque cruellement face à ce gouvernement. En attendant, il y a François Hollande qui est au pouvoir et il y a des questions. Et François Hollande, déclaration solennelle vendredi, les institutions sont le socle de la République, il ira jusqu'au bout. Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'aller jusqu'au bout? La rue, le peuple, l'irruption inattendue
de centaines de milliers de personnes. Et ça peut arriver à chaque instant. Parce que la crise politique est telle. On a eu une crise économique, une crise sociale, une crise écologique. Maintenant, on a une crise politique qui rebondit chaque jour. Et on est tous, autant qu'on est, surpris à chaque fois de là où ça peut venir. Parce que ça, par contre, personne ne peut pronostiquer la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais on sent qu'à chaque fois qu'il y a un incident politique, il y a tous les ingrédients qui se réinvitent. Donc, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que j'ai du mal à croire qu'on tienne jusqu'à 2017. Et je souhaite que ça craque, mais pour que ça craque dans le bon sens, ça veut dire que les organisations de la gauche sociale et politique non gouvernementale prennent leurs responsabilités. On a un gouvernement socialiste qui est en train d'enterrer la gauche. Si la gauche n'est pas capable de neutraliser ce gouvernement et de faire tomber ce budget, alors en effet, il faudra peut-être un jour construire autre chose que la gauche. Vous dites que François Hollande, dans l'état actuel des choses, ne peut pas aller jusqu'en 2017. Sauf s'il n'y a pas de contestation face à lui. Nous, notre défi, c'est d'organiser cette contestation. Alors vous attaquez beaucoup François Hollande, mais est-ce que finalement, ce n'est pas Manuel Valls auquel vous avez vraiment... vous ne supportez pas sa politique? Écoutez, vous me prenez un peu par les sentiments, parce que évidemment, quand on parle de casting, il y a certaines personnes, on se dit vraiment, elles ont le rôle de l'emploi, le profil de l'emploi, Manuel Valls, M. Macron, etc. Mais en fait, ce n'est pas une affaire de casting, c'est une affaire d'orientation politique. Et l'affaire d'orientation politique, elle est claire, elle est entendue maintenant. On a une équipe du Parti socialiste qui veut probablement se débarrasser du restant de la gauche, peut-être même du Parti socialiste, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. D'ailleurs, est-ce que les socialistes éclatent, disparaissent même? Je vous le dis franchement, c'est pas mon sujet. J'entends des frondeurs, j'en parlais tout à l'heure. Dans notre proposition unitaire qu'on rediscute dans le cadre du 12 avril, à eux de voir s'ils sont prêts de passer nos paroles aux actes. Le 12 avril dernier, il y a eu quelques timides socialistes et écologistes qui étaient venus. Est-ce que cette fois-ci, ils sont prêts à manifester avec nous pour faire tomber le budget? Ça, c'est une question concrète. Vous dites que ce n'est pas un problème de casting, mais on voit que Martine Aubry réapparaît. Est-ce que si Martine Aubry était Premier ministre, est-ce que vous pourriez estimer qu'il y a un changement? Non, je crois qu'il y aurait des contradictions politiques, vous avez raison de les souligner. Il y a peut-être l'aspiration chez certains secteurs socialistes, écologistes, peut-être même du Parti communiste, de créer la gauche d'avant, l'union de la gauche. Je crois que ça ne réglerait pas le problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'orientation libérale assumée du gouvernement actuel si on ne comprend pas qu'il y a eu différentes intermédiaires, dont l'union de la gauche avant. Donc nous, notre souhait, ce n'est pas faire la gauche d'avant, c'est d'en créer une autre. D'en créer une autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux et celles qui sont aujourd'hui au front de gauche, qui sont à lutte ouvrière, au NPA, qui sont dans des syndicats, des associations et qui sont souvent sans parti, ont besoin d'un nouveau débouché politique et c'est d'abord à ça qu'il faut s'atteler. Vous n'êtes pas sur la politique du pire quand vous dites ça? Non, la politique du meilleur. La politique du pire, c'est eux qui l'amènent. Ils l'amènent avec une certaine comment dire, assurance qui est parfois déboussolante. Pour être précis, je voudrais savoir, il y a certains qui demandent la démission de François Hollande, d'autres un référendum, d'autres une dissolution. Qu'est-ce que vous proposez? Je pense qu'on est en deçà dans toutes ces solutions-là. Moi, je vous parle de faire tomber le budget. Je pense que d'un point de vue politique, si on veut être à la hauteur des enjeux, il faut un grand chamboulement démocratique, institutionnel et politique. Il ne faut pas simplement chercher à changer de personnel. On est en train d'en parler. Il ne s'agit pas de remplacer d'autres par certains. Il s'agit de tout revoir. On a une crise politique majeure. Et la crise politique, c'est quoi? Sauf qu'on a des institutions et que mais bon, ces voilà, institutions, elles sont moisies. Elles sont carbonisées, ces institutions. Il faut s'en débarrasser. Il faut se débarrasser pas simplement de la Ve République comme intitulée, mais la façon de faire la politique. La politique actuelle, et là je ne parle pas que du gouvernement, de la majorité de la classe politique, et je mets le Front National dans le lot d'ailleurs, c'est des politiciens professionnels. Ces gens-là vivent de la politique. La plupart n'ont jamais bossé. Au gouvernement, il y en a combien qui ont bossé? Pratiquement personne. Si, il y en a un, il a bossé dans la banque Rothschild. Super casting. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait des solutions concrètes pour déprofessionnaliser la politique. Vous êtes extrêmement virulent, mais quand on regarde votre score dans les urnes, dernières élections européennes, vous ne faites même pas 1%. Est-ce qu'il n'y a pas un grand écart entre vos paroles et vos résultats? Qu'est-ce qui se passe entre l'extrême gauche et le peuple français? Ça, c'est indéniable. Le problème, c'est qu'on a en général des bons résultats électoraux quand il y a, je dirais, des rendez-vous collectifs qui redonnent confiance à la majorité de la population. On a surtout, nous, un milieu, pour l'instant, qui est bourré d'abstentionnistes, pour les raisons que j'étais en train d'expliquer. Mais pourquoi vous n'incarnez pas l'espoir? Mais nous, on n'est pas là pour incarner l'espoir à la place des autres. On est là pour dire à tous ceux qui nous regardent, écoutez, soit les politiciens professionnels, on continue à leur faire confiance, soit on va là où ils voudraient qu'on n'aille pas, c'est-à-dire sur la scène politique. Et déprofessionnaliser la politique, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire interdire le cumul des mandats. Ça veut dire faire la rotation des mandats. On fait 2 mandats dans sa vie, ensuite on retourne au boulot et surtout, je termine sur cette proposition concrète, on plafonne la rémunération des élus. Quand on a un mandat, c'est-à-dire quand on est élu par la population, il n'y a pas de raison qu'on gagne plus d'argent que ceux qu'on est censé représenter. Donc fixons le revenu des élus à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population. Merci Françoise. Une dernière question à propos de Thomas Thévenoud, le ministre éphémère justement qui a été obligé de démissionner parce qu'il ne payait pas ou déclarait pas ses impôts. Est-ce qu'il peut redevenir député? La moindre des choses, ça serait qu'il ne le soit plus, j'imagine. Mais bon,
Cahuzac, nous, on peut le... Voilà, c'est à chaque fois des exemples personnels et individuels qui viennent s'additionner à une règle. Et la règle, c'est le système politique qui génère ça. Donc soit on prend les mesures radicales dont j'étais en train de parler, on déprofessionnalise la politique, soit des Thévenoud, il y en aura tous les jours. Une autre question qui vous est posée cette fois par Alexis Corbière, c'est l'un des proches de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon milite pour la 6e République. Vous vous dites qu'il faut passer à autre chose que la 5e République, mais vous n'avez pas parlé de la 6e. Alors Alexis Corbière vous pose une question. Olivier, bonjour. Comme moi, tu as constaté que lors des dernières élections, l'abstention massive est là. Et c'est un problème car elle touche particulièrement les milieux populaires. Ne crois-tu pas comme nous qu'il faut s'engager, en plus d'une critique sociale de ce gouvernement, il faut s'engager vers un grand changement des institutions. Nous proposons une assemblée constituante, d'aller vers une 6e République qui véritablement donnerait des droits nouveaux à nos concitoyens, avec une possibilité de révoquer les élus, avec la prise en compte du vote blanc, avec toute une série de droits nouveaux qui feront que nos concitoyens iront voter en se disant cette fois-ci on peut changer vraiment. Es-tu d'accord avec nous sur le fait que désormais c'est non seulement la critique sociale, mais c'est aussi changer la 5e République, aller vers la 6e République pour que le plus grand nombre se mêle du débat politique? La 6e République, c'est votre truc? Peu importe le numéro, s'il y a des propositions concrètes qui vont dans le sens qu'Alexis Corbière est en train d'évoquer, pourquoi pas. Mais il ne faut pas lâcher la proie pour le moment. Donc la critique sociale et politique du gouvernement ici et maintenant, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, on se voit dans les prochains jours pour discuter de la possibilité d'une initiative nationale de rue contre le budget. Oui, mais la perspective politique, en effet, d'un processus constituant, peu importe le terme, parce que c'est un peu barbare pour ceux qui nous écoutent, oui, c'est quoi? C'est l'idée que la population se regroupe pour établir ses propres règles. Vous savez, il y a un anarchiste qui s'appelait Émile Pouget, qui disait que les intermédiaires en politique, ça tue tout. Et ben c'est ça le problème. Donc en effet, de ce point de vue-là, il faudra mettre à bas la 5e République et fonder de nouvelles règles. Maintenant, sur les numéros, je me méfie parce que tout le monde est pour la 6e en ce moment. Ça peut vous permettre de vous rapprocher de Jean-Luc Mélenchon et de Pierre Laurent, enfin du Front de gauche, parce que pour l'instant vous êtes un peu tout seul. C'est à eux de le dire. C'est peut-être à vous aussi. Non, nous on avait organisé le 12 avril ensemble, et vous vous rappelez que la proposition unitaire, on l'avait mis sur la place publique rapidement, et on avait réussi à le faire, et tant mieux. Mais pour l'instant, vous n'entrez pas dans le Front de gauche. Au moment des européennes, non. Évidemment non, et d'ailleurs le Front de gauche, excusez-moi, mais quel Front de gauche aujourd'hui? Parce qu'il y en a plusieurs, si j'ai bien compris. On a des divergences politiques, mais le problème, l'unité, c'est pas le ralliement. C'est au-delà des diversités, être capable de taper ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait des propositions, y compris au moment des européennes. À l'époque, c'est le Front de gauche qu'on n'a pas voulu. Nous, on le regrette. Aujourd'hui, on dit la question est reposée. Et ce que je souhaite, c'est avec tout ce qu'on a discuté, c'est que pendant des années, on a été pratiquement les seuls au NPA à dire écoutez, le PS, finalement, quand ils arrivent au pouvoir, ils mènent une politique de droite. Cette fois-ci, le PS le dit lui-même. En tous les cas, ceux qui sont au gouvernement. Le MEDEF le dit lui-même. Donc ceux qui sont dans la gauche non gouvernementale, et ça c'est un appel qu'on lance aux partis de gauche, aux partis communistes et à toutes les organisations de la gauche radicale, sociale et politique, est-ce que oui ou non, maintenant on comprend que le PS a envoyé un grand bras d'honneur au restant de la gauche, donc est-ce que oui ou non maintenant on s'assume, et s'assumer c'est le faire ici et maintenant, parce que si des millions de personnes font plus la différence entre la gauche et la droite, vous avez bien noté, c'est pas parce que la droite avant a fait une politique de gauche, c'est parce que la gauche, quand elle arrive au pouvoir, fait une politique de droite. Donc c'est notre responsabilité à nous. Pour les Français au quotidien maintenant, la priorité c'est de garder son emploi, voire d'en trouver un. L'emploi et rien d'autre. Les déclarations de différents ministres sur les 35 heures, le travail de dimanche, les seuils sociaux sont des sujets de friction. En attendant, il y a le chômage qui augmente tous les mois. Le gouvernement a abandonné l'idée d'inverser la courbe du chômage. Ça a été le discours pendant 2 ans et demi. Est-ce que vous diriez que c'est 2 ans et demi de perdus? Oui, alors là, c'est là où on se dit que franchement, on a des branques au gouvernement, parce que finalement, pendant 2 ans, ils nous ont tenus en haleine avec cette inversion de la courbe. Finalement, on leur avait plus rien demandé, puisque nous, on est vaccinés par les politiciens, donc on se dit, leurs promesses, ils vont pas les tenir. Bah, eux, pendant 2 ans et demi, ils nous ont tenus en haleine en disant, promis, juré, on va le faire. Maintenant, ils nous disent le contraire. Ce qui accentue la crise politique. Le problème politique, c'est celui que j'expliquais. Soit maintenant, on est capable d'imposer une loi d'interdiction des licenciements et le partage du temps de travail qui passe par la réduction du temps de travail, soit en effet, on va dans la politique qui est menée, qui consiste à dire, on va revenir sur les 35 heures, et puis, on va fliquer les chômeurs. On avait commencé tout à l'heure par M. Rebsamen, mais c'est ça. Hein. M. Rebsamen, quand il dit son discours sur les chômeurs, à l'époque où les socialistes étaient dans l'opposition et que le gouvernement de droite émettait ce genre de discours, on parlait de quoi? De flicage. Mais c'est du flicage. À propos de réduction du temps de travail, vous savez que même les Français là-dessus, ils sont divisés. On va en entendre quelques-uns, vous allez voir, sur la remise en cause ou pas des 35 heures. J'y suis attaché parce que j'ai 55 ans. Je commence à fatiguer, je suis debout toute la journée. L'industrie, c'est pénible. Là, du jour au lendemain, passer à 40 heures, ouais, pour un jeune peut-être, ouais, la zone pognon, d'accord, mais moi, ça m'intéresse pas. Je voudrais travailler un peu plus pour gagner un peu plus. C'est simple que ça. Quand on fait 35 heures, on gagne un peu moins. Si on fait 40 heures, on gagne plus. On n'y a pas gagné grand-chose. On a gagné plus de temps libre, mais les salaires stagnent depuis ce temps-là, justement. Donc, je trouve que ça, c'est un souci.
Voilà, la réduction du temps de travail, ça ne fait pas l'unanimité non plus. Non, les 35 heures telles qu'ils ont été effectuées, parce que c'est ça dont les salariés sont en train de parler. Et au moment de la loi Aubry sur l'application des 35 heures, et moi je le sais, puisqu'à la Poste on a fait un paquet de grèves, il y a eu un soi-disant donnant-donnant entre les salariés et le patronat, et c'est le patronat qui a gagné sur toute la longueur. Et aujourd'hui on revient sur les 35 heures pour nous faire travailler plus longtemps. Moi mon problème, c'est pas de défendre la loi Aubry, c'est de défendre l'idée de la réduction du temps de travail. Et le problème qui est posé, c'est évidemment les salaires. Il y en a qui font des heures sup, pourquoi? Parce qu'on a des salaires de misère, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, ce gouvernement. Vous avez vu le rapport qui est sorti par Challenge, qui est mon journal pratiquement fétiche, comme vous l'imaginez, qui nous a expliqué que les 500 plus grandes fortunes en France ont vu leur revenu augmenter de 15%. 15%, les 500 plus grandes fortunes. Mais revenons aux 35 heures. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a évoqué la nécessité de plus de flexibilité. Alors, il faut bien reconnaître, par exemple, dans les entreprises petites ou moyennes, qui voient parfois leur carnet de commandes augmenter pour quelques semaines, c'est difficile peut-être d'employer quelqu'un à temps complet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe au CDD, aux intérims, et puis finalement, on crée des emplois précaires. Est-ce que finalement, les 35 heures ne sont pas un verrou aussi à la création de vrais emplois stables? Mais il a déjà raison, Macron. Vous avez raison de le souligner. Les emplois précaires et l'intérim, vous savez ce que c'est? C'est déjà la réalité de ce pays. Dans 80% des cas, Pôle emploi propose quoi? Des CDD ou des intérims. Est-ce que les 35 heures... Il a déjà gagné, Macron. Il veut quoi en plus? Les 35 heures n'amplifient pas ça. Mais les 35... Écoutez, on peut tout remettre sur le dos des 35 heures. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, des boulots précaires, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Parce qu'il y a des gens qui survivent. Donc la réalité, c'est que la norme, je dis bien la norme, voudrait qu'on ait un emploi stable, correctement rémunéré, et qu'on partage le temps de travail. C'est toujours la même idée. Quand il y a 5 300 000 personnes qui sont à l'extérieur et qui attendent un emploi, on partage, c'est-à-dire on travaille moins. C'est ça notre proposition. La réalité, c'est que ce gouvernement, non seulement il n'a pas fait ça, mais il a fait pire. Il a 500 000 chômeurs supplémentaires depuis qu'Hollande est présent. Donc quand d'un côté, vous avez 500 000 chômeurs supplémentaires d'un point de vue social, et dans le même temps, les 500 plus grandes fortunes qui augmentent leur revenu de 15%, peut-être qu'on peut se dire qu'on a un gouvernement de droite. Mais il y a aussi les seuils sociaux qui sont remis en question, vous savez. Alors on va regarder un tableau. Quelques-unes des obligations des entreprises, puis il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. À partir de 11 salariés, on crée des délégués du personnel. 25 salariés, un comité d'entreprise, et 50 salariés, négociations tous les ans obligatoires sur les salaires et le temps de travail. Alors là aussi, il y a des chefs d'entreprise qui disent je préfère ne pas arriver à 11 salariés, comme ça au moins j'aurai pas de délégué du personnel, ce sera plus facile à gérer. Alors, est-ce que ça n'est pas des freins non plus à l'embauche? Mais ça, j'adore. Je crois même qu'on nous a sorti une soi-disant étude qui explique que les seuils sociaux seraient responsables du chômage. En gros, c'est-à-dire que si on n'avait pas tous ces seuils sociaux... C'est la question que je vous pose. Écoutez, c'est de la blague. C'est de la blague. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui, grandes, petites ou moyennes, qui sont des zones de non-droit, où les salariés sont obligés de fermer leur gueule? Pourquoi? Parce que justement, quand il y a 5 millions de chômeurs, on a des employeurs, pas tous peut-être, mais il y en a qui peuvent se le permettre, de dire si t'es pas content, tu prends la lourde. Oui, mais à l'inverse, il y a aussi des entreprises qui n'embauchent pas parce qu'il faut passer à 11 Mais moi, j'adorerais ça, qu'on me démontre scientifiquement en quoi les seuils sociaux sont un obstacle à l'embauche. C'est une vaste blague. Derrière ça, il y a une attaque en règle. Et moi, je vous fiche mon billet que si on ne les arrête pas au gouvernement, un des prochains dossiers, ce sera les congés payés. On va nous expliquer, mais vous vous rendez compte en France? Le nombre de temps où on est payé à rien faire, parce que c'est ça, monsieur le Tellier, les congés payés, c'est être payé à rien faire. Nos anciens, ils se sont battus pour qu'on soit payé à rien faire. Nos anciens, ils se sont battus pour qu'on ait les sécurités sociales. Nos anciens se sont battus pour qu'on ait des services publics, pour qu'on ait des représentations syndicales dans les entreprises. Peut-être qu'en mémoire de ce combat-là, il faut redresser la tête et se dire que quand on est de gauche, il faut quitter la résignation et se dire, oui, on a un adversaire, il faut le combattre. Je voudrais terminer avec les unes de Minutes et Valeurs Actuelles qui ont beaucoup fait parler puisqu'elles mettent en valeur, si on peut dire, Najat Vallaud-Belkacem, présentée comme l'ayatollah de la rééducation nationale ou comme la marocaine musulmane de l'éducation nationale. Je suppose que vous lui apportez son soutien? Oui. Votre soutien, pardon. Bien sûr. Tous les sous-entendus racistes, elle a évidemment ma solidarité. Maintenant, je n'oublierai pas ce qu'elle mène, elle et son gouvernement, dans le domaine de l'éducation nationale. La semaine des et du point de vue des rythmes scolaires, où les moyens n'y sont pas. Pourquoi la semaine des 4 jours et demi, les rythmes scolaires? Parce que les gamins, ils ne trouvent pas leur compte. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'amplitude horaire des enfants dans les établissements scolaires reste la même, avec des personnels qui sont enseignants plus d'autres assurés par les mairies quand les mairies ont le moyen de le faire. Donc l'éducation nationale se décharge sur les collectivités locales. Et puis la réalité, c'est qu'on avait eu là aussi une promesse de François Hollande qui consistait à dire on va embaucher 60 000. Et d'ailleurs, je crois que France 3 ou France 2 avait fait un reportage sur le type d'emploi créé dans l'éducation nationale. Je crois qu'il n'y en a eu que 6 000 en emploi stable. Donc là aussi, mais est-ce besoin de le rappeler, une promesse non tenue? Pour revenir sur ces unes, Najat Vallaud-Belkacem n'a pas porté plainte. Vous l'auriez fait, vous, à sa place? Je ne suis pas à sa place. Voilà, ça peut vous arriver? Oui, mais... je pense qu'il faut les combattre politiquement, tous ces courants réactionnaires, nauséabonds et racistes. C'est symptomatique de l'état de la société française? Oui, une espèce de radicalisation à droite. Et le meilleur moyen de combattre le racisme, c'est de mener une politique d'égalité des droits quand on est au gouvernement. Donc, par exemple, tenir là aussi ses promesses. Je pense au droit de vote des immigrés. Un dernier mot sur Najat Vallaud-Belkacem. Beau parcours quand même, jeune ministre de l'Éducation nationale. C'est un peu votre génération. C'est une belle réussite à vos yeux? Dans son créneau à elle, oui, pour ceux qui ont envie de faire carrière. Le problème, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si la classe politique, justement,
et mobilisés uniquement par la soif de pouvoir, alors ça terminera contre un mur. Vous avez vu que même du côté des municipalités Front National, une des premières mesures faites par certains maires consistait à augmenter leurs propres revenus. Ça veut dire que beaucoup de politiciens ont la dalle. Marine Le Pen en fait partie. Merci Olivier Besancenot d'être venu sur le plateau de ce Merci premier numéro de la 4e saison de 12-13 dimanche, à retrouver sur le compte Twitter de l'émission comme d'habitude.